Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Salut Fernand, comment ça va? J'aime bien toi-même. ça, ça va très bien, super hypé par ce qui va se passer ce week-end. Parce que oui, ce week-end, c'est le PFL Paris avec un main event où tu auras un ancien athlète et un athlète actuel avec Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Monsieur Abdoul Abdouragimov qui fait face à un adversaire en short notice. Également, Pépi que tu as, vous pouvez le voir, en poster sur la gauche de Fernand, ancien champion intérimaire d'Ares Fighting Championship, qui fait aussi ses débuts au PFL. Comment est-ce que tu as géré tout ça, toi? En contact, en contact avec le PFL, comme j'ai tous les managers. C'est quoi ces questions-là, Guillaume? T'es pas inspiré aujourd'hui ou quoi? Mais non, mais je te parle, je te parle de la gestion. Non, la gestion sportive, parce que on est dans des situations, moi j'ai l'impression, tu vas me dire, il y a Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, je trouve que on est dans une organisation, on va dire, classique, je trouve, pour une organisation de l'envergure du PFL pour des débuts, mais pour Abdoul comme pour Pépi, c'est plus, on rattrape avec ce qu'on peut pour faire en sorte que les gars soient maintenus sur la carte, et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, que ce soit Abdoul ou Pépi, les gens connaissent pas vraiment leurs adversaires. Oui. Mais toujours est-il que je n'ai pas capté la question. C'est que ça, ce n'est pas, c'est que le fait que ce n'est pas moi qui ai géré le changement d'adversaire. C'est que, le combat du main event, c'est bien. On a commencé à annoncer euh, dès qu'on a annoncé ça, ça a bougé parce qu'effectivement, Jordan est sur la place parisienne et puis il affronte quelqu'un qui a une certaine hype et tout, ou en l'occurrence Cédric Doumbé, et ça donne une certaine, ça donne la lumière avec. Et puis Abdoul sur la place parisienne, malheureusement, l'adversaire qu'on lui a mis n'est pas un Français. On sait que les matchs franco-français marchent beaucoup. Et donc, on a vraiment cherché, le PFL a cherché, moi j'ai cherché à trouver un adversaire qui tienne la route pour Abdoul. On a trouvé un Anglais et qui n'est pas très connu sur le territoire français, donc du coup c'est compliqué à vendre. Et puis Pépi, adversaire des dernières minutes, c'est Baba Nanjombe, Togolais, je crois, qui avait combattu sur Le Ares 1. tout premier combat Le même tout, d'Arès, je crois. voilà, le tout premier combat de l'histoire d'Ares et tout, c'était, je pense, que c'était lui, Baba Nanjombe à Dakar au Sénégal. Et donc, euh, et donc, c'est lui qui va avoir la tâche de rattraper le combat manqué de Pépi. Pépi devait combattre à New York, il n'a pas pu. Et donc, ce combat a été reporté sur Paris, mais l'adversaire n'était plus dispo et du coup, c'est Baba Nanjombe qui prend le relais. Voilà ce qui fait que les deux combats sont un peu sous l'ombre de ce gros combat qui a toute la place entre Cedric et Jordan. Et comment tu gères ça? Pour le coup, un combat où... Comment est-ce que je peux dire ça? On va dire il y a deux combats, c'est des affaires courantes, mais l'autre là, je- même si toi on en avait déjà parlé, tu gères ça, en tout cas c'est ce que tu dis, comme un combat comme un autre, mais moi j'ai l'impression, je le mettrais pas au même niveau d'importance que les combats de Cyril quand il y avait les combats pour le titre, ou même les UFC, les main events, mais là on est sur un truc où j'ai l'impression, en tout cas, moi, sur de ce que je vois sur les réseaux sociaux, que c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a le côté personnel, forcément, qu'on peut pas occulter d'un combat. Début du PFL aussi. Et il y a ce côté, et c'est très bizarre aussi de le dire, mais que ce soit pour Cédric comme pour Jordan, c'est. Je vais pas dire que leur carrière est terminée après ce combat, mais c'est soit ça passe, soit ça va casser, tu vois. Et dans le sens, et le vainqueur va pouvoir récolter, enfin, beaucoup de fruits de ce qui va se passer en termes d'image et je pense en termes de, enfin, même toi, je pense que t'as bien vu, Jordan, enfin, il y a pas grand monde qui le connaissait, je pense, avant ce combat-là. Et là aujourd'hui, que ce soit en termes de followers ou en termes de, ne serait-ce que non, les gens sont en mode. Et puis, d'ailleurs aussi, on a pu le voir. C'est vrai que et c'est, je pense, ce qui fait aussi plaisir, qui est une forme d'hommage à sa manière, bien évidemment, de Cédric, mais le fait qu'il fasse un pressing comme ça, constant sur Jordan, et que c'est la première fois qu'il y a un tel pressing sur son adversaire, ça veut dire qu'il le prend vraiment au sérieux, ok, il n'est pas connu, mais qui connaît la qualité de Jordan Zebo en tant que combattant. Donc du coup, tout ça, pour moi, fait que
pour toi, c'est un combat très important, je pense. C'est un combat important. Mhm. Il y a pas, c'est, dit qu'il n'est pas très important, c'est faux. C'est un combat important parce que tous les combats du MMA Factory sont importants pour moi. C'est mon bébé, le MMA Factory. Mhm. Et puis, le combat de Jordan est d'autant plus important que ça reste le main event de probablement la deuxième plus grosse organisation au monde. Ok. Malgré qu'il soit jeune, malgré qu'ils aient chacun une jeune carrière de 4 combats chacun, c'est un défi, c'est un gros challenge d'avoir ces gars qui sont sur. Et puis, surtout, je vais te donner ce qui fait de ce combat un combat très important, c'est qu'il est extrêmement équilibré. C'est une nouvelle largement, euh, 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 comment dire, Favori, euh, ouais. favori. Il est largement favori. Euh, mais la réalité, c'est que celui qui analyse ça sportivement parlant, c'est que c'est un combat très équilibré. Depuis le début, dès le moment où ça a été annoncé, signé, validé, dès le moment où j'ai suggéré ce nom-là, je savais qu'on était dans un match très, très équilibré. Avec les autres noms que j'avais suggérés, c'était un peu triché parce que je savais que c'était déséquilibré. Jordan, c'est salement équilibré. Et du coup, quand c'est équilibré, ça donne ce côté pétillant où tu ne sais pas, tu n'es pas, tu sais, tu es convaincu, tu dis mon gars va gagner, c'est sûr, il va gagner, mais tu as un petit doute, et chacun a un petit doute, et chacun sait que c'est chaud. Et du coup, la tension monte, et du coup, on réfléchit, on met tout pour que ça se passe bien. On met les petits plats dans les grands, et on met toute l'énergie possible pour que ça se passe bien. Et là, à ce moment-là de sa carrière à Jordan, parce que c'est vrai que tout est allé très vite enfin, il y a, je veux pas dire qu'il a été mis sous cloche, mais c'est vrai qu'il y avait eu, c'était cette troisième place au championnat du monde amateur en 2019. Hum. Ensuite, on attend un petit peu avant qu'il y ait ses débuts pro, puis Ares, vraiment, ça a été assez rapide. Là, comment s'est passée cette transition de espoir du MMA français à directement figure de proue du, bah, peut-être, ouais, troisième événement le plus important de l'histoire du MMA sur le territoire français après les deux UFC. C'est quelque chose qu'on sait faire. Ok. Avec le temps, on commence à savoir faire. Tu as dit tout à l'heure que Jordan euh, n'était quasiment pas connu. Je trouve que tu exagères. Je pense que Jordan a fait son petit chemin. Il est encore au stade embryonnaire de sa carrière, mais cependant, les quelques combats qu'il a fait sur Ares l'ont fait connaître. En général, il nous faut 2, 3 combats sur Ares pour qu'on puisse connaître la personne qui combat. Si le gars est français et qu'il combat correctement, au bout de 2 combats, enfin aujourd'hui, tu demandes qui est Youssouf Binaté, on sait qui il est, tu vois. Enfin, tu demandes qui est Abou, qui va faire la ceinture et qui n'a fait que 3 combats, 2 combats sur Ares, bah, tu sais qui c'est en fait. Tu peux pas dire que tu ne sais pas qui c'est. Enfin, les gars qui suivent un peu Oui, dans ceux le qui MMA, suivent voilà. le MMA, c'est dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Effectivement, effectivement, il n'est pas encore mainstream, mais il est connu quand même, Jordan. Euh, et puis, euh, et puis avec ce qui arrive là et tout, du coup, ça s'accélère. C'est une très bonne chose. Mais il y a pas. Le passage s'est fait naturellement. C'est quelqu'un qui a euh, une clarté de la situation, de sa situation, à quel moment il se situe dans le temps et dans l'espace. Il est très conscient de ses points forts et de ses points faibles. Et donc, naturellement, il suit le cours et il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Et là, est-ce que c'est pas ces combats-là que tu préfères, toi? Parce que justement, derrière toi, il y a le poster de Pépi contre Michael Lebou. T'avais fait aussi Abdul contre Karla Moussou. Il y a eu aussi Michael Lebou contre Karla Moussou. Ou, comme tu le dis de temps en temps, t'as juste envie de prendre le popcorn et de regarder. Est-ce qu'on est dans ce genre de situation-là? C'est exactement ça. C'est ce dont je suis fier. Je suis fier d'un truc, c'est que, mine de rien, le Management Factory a mis sa patte sur le matchmaking du PFL. Et on voit la différence. Non, mais c'est vrai, t'as trois athlètes. T'as trois athlètes. Ouais. Au-delà de 3 athlètes, le main event est un chef-d'œuvre.
On est d'accord, Oui, oui, oui. Capolavoro. Enfin, on est d'accord que c'est un chef-d'œuvre et que pour ceux qui aiment le divertissement, on est d'accord. J'ai reçu des sincères remerciements des gens qui disaient merci pour le divertissement. On est repeint, on est refait. Donc, c'est aussi, et c'est pas facile, hein, parce que au moment où le match se fait, bah, la première croyance de prime abord, c'est de dire, il faut qu'on donne un nom qui est autour de 10 combats et avec qu'on fasse quelque chose, mais un nom qui est, en gros, on cherche une chèvre avec une dizaine de combats pour que ça puisse faire un beau truc. Et je dis, les gars, vous vous trompez. On n'a pas besoin de beaucoup de combats, on a juste besoin de donner au public un match où le parieur va galérer. Si vous donnez au public un match où le parieur va galérer, vous allez tuer le game. N'allez pas me chercher un Américain, un machin. Non, on s'en fout. Mettez un match franco-français où le public ne sait pas quoi faire. Bon, à partir de là, ça change le game. Et donc, c'est une petite signature pour laquelle je suis fier de savoir qu'on mine de rien, on apporte le divertissement quand même. C'est bien. Ça, c'est bien vrai, mais par rapport au divertissement, Fernand, qu'est-ce qui fait, pour le coup, que t'aies conservé ce pas de retrait que tu as pris depuis maintenant 1 an et demi? Parce que c'est vrai que moi, et je pense, je sais pas ce que les gens font, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, en gros, à chaque fois, je dis, Fernand, c'est un peu le José Mourinho du MMA. En gros, comme ça, les gens de direct, ils ont cette image de, ok, bah si on veut bah, avoir une bonne interview, on demande à Fernand, il va dire les termes à chaque fois. Mais c'est vrai que depuis 1 an et demi, on sent que t'es un petit peu plus dans l'ombre, et je me pose cette question de, là, voilà, c'est comme le combat Cyril contre Francis, et encore plus parce que c'est un choc franco-français, et encore plus parce que, bah pour le coup, là, il n'y a pas cette barrière de la langue, et je veux dire, tout le monde, si on suit le MMA, on te connaît en France. Tu gardes vraiment ce côté, bah là, maintenant, ça va être les athlètes qui vont avoir la lumière. Alors que s'il y a bien un moment où là, tu pourrais la prendre, c'est sur ce combat-là. C'est quoi? C'est que tu t'es dit, maintenant, Enfin, faut que je sois un petit peu plus loin parce que, par rapport à ce qui s'est passé, on va dire sportivement, parce que tu préfères cette posture-là? Non, je pense qu'il faut adapter notre attitude en fonction de chaque situation. Le cas de euh, Cyril Francis, je devais mettre les patins. Voilà. Enfin, je pense que toi, tu étais dans les secrets et que tu voyais bien que il fallait que je me mouille. Il fallait que, voilà. Le cas de John Jones Cyril, par exemple, il fallait que je me mouille pour le management et que je prenne des, euh, des décisions super rapides en termes de management en disant, là, il faut tuer. On ne pose pas la question, il faut tuer, il faut y aller. Il y a une ouverture. Et j'ai eu cette discussion aussi avec les matchmakers. Il faut leur donner la force. Il faut leur donner l'occasion de flancher. Et même si on ne voit pas, enfin, notre métier un peu ingrat dans le sens où on ne voit pas au quotidien ce qu'on fait, mais la réalité, c'est que c'est une performance de malade. Je comprends des gens qui sont en boule, qui ont des boules en fait en se disant, mais comment ça se fait que Cyril, en l'espace d'un an, il ait eu 3 ceintures? Mais c'est un boulot de l'acharné, tu vois. Et là, pour le coup, il faut se mouiller parce que Cyril a une attitude et un mouvement où il est en retrait. Et sur le cas de, 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 de Jordan d'ailleurs, parce que Jordan, à la base, il est à fond UFC. Et donc, il faut un recul et une lecture de jeu pour dire, Jordan, est-ce que tu es capable de battre Cédric? Est-ce que tu le sens? Il me dit, oui, mais on va s'affronter où? J'ai dit PFL. Et il fait, wow. Mais finalement, c'est au management, c'est nous, le management, de le convaincre, de lui expliquer les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que ça engage? C'est bien beau l'UFC, c'est bien beau d'attendre, c'est bien beau de machin, mais là, tout de suite, tu as un combat qui peut rentrer dans l'histoire. Tu as moyen de marquer l'histoire, de choquer le monde. Tu as l'occasion de... Et puis, pour le rassurer, je vais aller négocier un one shot. Donc là, en gros,
il y a ce combat, ensuite retour à Arès pour Jordan. Ok. Yes. Wow. Mais alors, bon, pour le rassurer, oui, mais, mais arrête avec ton sourire là, parce que pour toi, j'ai du mal à comprendre. Quel est l'intérêt pour le PFL? Parce qu'imaginons Jordan choque la planète, bat Cédric. Mm. Bah, je suis PFL, j'ai envie de le garder. Mais c'est une affaire de discussion manager PFL. Ok. Mon rôle, c'est ça que les gars, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as multiples casquettes, il faut savoir jouer la partition de ta casquette. Quand j'ai la casquette de manager, mon rôle, c'est de défendre l'athlète, de défendre ses intérêts en tout cas. Donc, dans la défense des intérêts de l'athlète, ce que je préconise, c'est ça, c'est de dire, euh, est-ce que ça ne vous dérange pas, quoi? C'est un one shot, et puis, de toute façon, vous ne vous intéressez pas, vous êtes plus intéressé par la méga star. Donc, venez, on fait un one shot. Du coup, lui, il a sa sécurité, c'est-à-dire qu'il peut gagner demain et décider de repartir Arès, sur Arès. prendre la ceinture. Non, je suis même pas sûr qu'il puisse le faire Ok. pour repartir sur Arès, c'est que euh, il y a, il y a un très bon intérêt de l'UFC pour lui, en fait. D'accord. Ok. En gros, ce que moi, je ne savais pas et que j'ai découvert par la suite, c'est que sur les résultats, on fait un point avec le boss de Fat Pass qui nous dit Jordan a des résultats monstrueux sur la télévision. En termes de télévision, quand il combat, il y a une connexion plus importante avec beaucoup plus d'audience. Et ils disent, c'est dommage que tu l'aies mis au PFL. Et je dis, oh, pourquoi? Et le gars dit, moi, j'ai envoyé son nom au matchmaking parce que c'était les noms qu'il fallait retenir. Parce qu'il fait des très bons chiffres sur la télévision. Et donc, le rôle du management, c'est celui-là, c'est de dire que je prends cette carrière, je la classe et je lui donne l'opportunité d'aller prendre la lumière, d'aller prendre la force, d'aller prendre l'énergie, d'aller prendre une victoire et de l'avoir le choix, de dire au PFL, bon, maintenant j'ai gagné. Et je peux repartir chez moi, je peux aller à l'UFC, vous vous dites quoi? Et ça inverse la tendance. Donc c'est un peu un jeu voilà, c'est un peu un jeu intéressant en termes de, voilà. Donc on a fait dessus ce qu'il fallait pour que sur le management que ça tienne ça, mais au-delà de ça, euh, bah voilà, c'est le boulot du management en fait de construire ces opportunités, de donner ça aux athlètes. Voilà. Et aujourd'hui, aussi bien pour Jordan que pour Cédric, tu les vois, toi, en cap, parce que de chaque côté, là, c'est une étape très importante de leur carrière. Peu importe que ce soit Cédric ou Jordan, celui qui valide cette étape, tu vois un grand avenir en MMA pour les deux, ou est-ce qu'on a peut-être tendance aussi aujourd'hui à s'enflammer parce que culture de l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt autour du combat, et c'est vrai qu'ils sont tous les deux seulement à 4 combats professionnels en MMA. Si tu penses grand intérêt, ceinture de l'UFC, dans le Graal, je te dis c'est tôt. Je pense qu'il faut avoir la mesure du recul et se dire que Jordan est jeune. Il a 23 piges, il y a à peine quelques jours. Euh, et il est au stade embryonnaire de sa carrière. C'est tôt pour le dire. Attendons samedi que l'étape soit validée et puis on verra pour la suite. Ok, ok, ok. Intéressant. Bien, et oui, non, pour le reste, on va rester mystérieux quant à... On fera le point sur tout ça la semaine prochaine. Est-ce que tu as été inquiété pour, je sais pas, peut-être des fuites ou des choses comme ça, vu que c'est un combat franco-français, que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui se connaissent dans les deux teams? Bah, les fuites, ça ne va rien changer. Ok. Le game plan n'est pas mystérieux. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... C'est binaire. C'est, c'est, euh, c'est des mecs qui auront envie de faire durer le combat, chacun dans son domaine. C'est lui qui a besoin de faire durer le combat dans son domaine pour éteindre euh, Jordan, parce que c'est son métier et qu'il est un combattant de kickboxing très décoré, qui a une grosse expertise, une très bonne lecture de jeu.
Euh, et Jordan aura pour mission de faire durer le combat dans son domaine, de mettre les mains sur Cédric et de faire que Cédric lutte beaucoup, même s'il ne tombe pas qu'il lutte beaucoup. Quand ces deux règles-là sont établies, ce serait très naïf de penser que l'un peut aller faire ce qu'il veut sans qu'il y ait une défense. Ça veut dire que si Jordan pense qu'il va facilement amener Cédric au sol et le soumettre, il se met des doigts dans l'œil. Cédric est très, je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit, il a un sens inné de la hanche vers le sol. Il a un sens inné de la défense d'amener au sol. Il est vraiment puissant. Il a des cuisses de batracien. Enfin, il est puissant. Et donc, même si on l'attend en boxe, faut pas penser que ça va être du gâteau de le tenir, de le faire tomber, de le maintenir au sol ou de le soumettre. De l'autre côté, si le camp de Cédric pense que Jordan est une chèvre debout qui va venir à l'abattoir et qu'il ne sait que lutter, ils auront des surprises. Parce que le petit sait boxer. Bien entendu, il ne boxera jamais au niveau d'un mec qui a ses pédigrés. Mais voilà, les dés sont jetés avec des gars qui sont assez euh, bons chacun dans leur domaine. Et puis, ils ont des notions correctes qui leur permettent de survivre pendant un certain temps dans le domaine de l'autre. Donc, encore une fois, pour moi, match très équilibré et un match où il y aura de l'action comme jamais. Eh bien, réponse samedi soir. Et concernant Pépi et donc Abdul, là, c'est deux combats qui doivent normalement lancer, là, pour le coup, un vrai début de carrière. On est d'accord au PFL pour les deux. Il n'y a pas de clause particulière. Non, là, ils sont partis pour chacun aller chercher le tournoi à un Abdul million. Lightweight, Abdul Lightweight et du coup Pépi Welterweight. Absolutely. Pas, Yes. par contre, on est dans deux situations opposées parce que c'est vrai qu'Abdul, il y avait le spectre de l'UFC et que pour Pépite avait expliqué que c'est vrai que pour lui, il y a une véritable renaissance depuis qu'il est arrivé au MMA Factory. Comment lui, il est là pour ce retour après donc le fameux combat pour le titre contre Tritin Treimer, contre Michael Leboul le 7 avril dernier. Il est pressé de combattre, un peu déçu du changement d'adversaire parce que pour le coup, le PFL a séché pour lui trouver un adversaire qui soit connu et qui puisse faire vendre le combat. Et puis c'est quelqu'un qui aime communiquer. Et donc, du coup, en termes d'entraînement, de performance, de ce qu'il y a, il est bien dans sa tête. Il arrive bientôt, il a continué sa préparation du coup en Argentine. Il va atterrir demain, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis, à partir de là, c'est parti pour la Fan Week. Et puis, il est là. Donc, sportivement, ça va. Euh, après, je sens de la déception un peu dans le traitement que les médias comme la Sueur font sur son combat. Mais alors, pour ma part, que ce soit Pépi comme Abdul, je sais pas ce que t'en penses, tout est possible évidemment, mais il n'y a pas vraiment de, on va dire, de questions sur le combat, tu vois. Je pense que ce soit Abdul ou Pépi, ils vont rouler sur leur adversaire. Et malheureusement, tu vois, par exemple, pour Abdul, ce qui aurait été bien, mais je crois que c'était quoi? C'était en termes de temporalité que c'était compliqué. J'aurais bien aimé le voir directement en lightweight pour ce premier combat, tu vois. Et là, Pépi, bon, bah, on sait que c'est un remplacement. Et, enfin, je pense que toi aussi, il va Ah, non, l'éclater. Hein. j'ai été honnête avec toi en te disant Voilà. que le MMA, c'est archi risqué. Tout est possible. Maintenant, j'ai été honnête avec toi en te disant que l'intérêt premier que moi j'ai sur le combat de Cédric Jordan, c'est le côté sport. Et je vais être honnête avec toi, c'est la recette qu'on a en fait sur Ares. C'est que les matchmaking qu'on fait, c'est les matchs de la mort. Va savoir de qui Tourpal ou Axel Sola va gagner la ceinture de lightweight. Comment tu fais pour être sûr de toi? Parce que va savoir de Mustafa Aida ou Abou qui va gagner son match. On fait des matchs où c'est à chaque fois c'est tapis, c'est risqué à mort.
les mecs sont invaincus. Dès qu'il y a un qui perd, c'est une catastrophe. Ils sont tendus. Voilà le genre de match qu'on aime faire. Et là, on a ce truc-là qui fait la magie. C'est que le combat entre Cédric et Jordan, les gens, enfin, vous les médias, vous vous régalez parce que c'est le gros divertissement et il y a beaucoup de likes et de commentaires. Mais la vérité, c'est que vous avez l'attention du public large parce que on voit l'équilibre. Vous avez mon attention parce qu'on voit l'équilibre. Là, il est quoi? Il est au moment où on fait cet enregistrement, il est 2 heures du matin. Je rentre à peine de la salle. Je ne le fais que pour des gros combats avec des enjeux comme Nassoudine, des gros combats et tout, mais je vais pas aller à la salle. Un jeune qui n'a pas un enjeu, son enjeu est important, donc là, il y a un gros enjeu et donc l'entraînement, il a commencé à 23 heures aujourd'hui pour garder son système d'éveil moteur et puis, comment dire, tout ce qui peut le permettre qu'il soit prêt autour de son combat, aux alentours de l'heure prévue pour son combat. Je parle des activations proprioceptionnelles et tout, qui soit calé à ça. Et donc, ça fait on a commencé à faire des entraînements à cette heure-là. Parce que, comme je te disais, on veut mettre toutes les chances de son côté pour lui donner l'opportunité de briller. Et donc, il y a un gros staff derrière lui qui est là, qui gère tout et qui fait monter les choses en puissance tranquillement autour de lui parce qu'il y a un match. Parce que sinon, c'est pas intéressant pour les coachs d'aller. Tu vas pas te mouiller sur un coaching s'il n'y a pas de match, s'il n'y a pas de challenge. Là, il y a un challenge. Et justement, pour ce main event, il y a du challenge. On a parlé des autres combos. C'est vrai qu'on est plus. Les gens vont voir Abdul, les gens vont voir Pépi. Est-ce que là, la partie sportive, tu l'as aussi supervisé pour ça ou c'était plus sur le côté management? Pour Pépi et Abdul. Je l'ai supervisé mais de loin. Ok. Abdul a fait tout son camp d'entraînement à Nantes. Bien encadré, ça s'est plus passé, et c'est plus sur le management de tout ça qu'on a géré, et puis de très loin. Pépi, lui, il a fait son entraînement en Argentine, et puis, mais le camp d'entraînement, il était aussi préparé de loin sur les stratégies à voir, sur quoi faire, et ensuite, j'ai organisé toutes les teams de façon à ce que les gars soient accompagnés normalement. C'est que tu prends un jeune comme Jordan Zebo, je ne l'ai jamais coaché. Fait que j'ai toujours entraîné Jordan Zebo à la salle, je l'ai toujours coaché à la salle, mais je ne l'ai jamais coaché en compétition. Apparaître dans son coin juste pour le coacher, bah justement, ce serait très opportuniste. Ça veut dire qu'en gros, dans mon écosystème, il y a des personnes qui se cassent la tête à le coacher pour avoir 4 victoires. Ils n'ont pas eu besoin de moi. Je parle de Commandé, je parle de Facel, je parle de tous ces coachs qu'il a amenés avec lui, qui l'ont aidé avec le temps, Donatello et tout ça. Et d'un coup, parce qu'il y a un beau combat où il y a de la lumière, je ramène ma ganache et je viens montrer ma tête. Non, pas moi, contrairement à ce qu'on va vous faire qu'on croit. C'est pas moi. C'est pas mon truc. Donc, je pense qu'il a une très bonne team. Et puis d'ailleurs, c'est l'occasion de former les teams. Parce qu'en réalité, comment tu fais monter une team quand tu as 22 coachs dans une salle? Donc, l'occasion pour toi de former et de faire de l'expansion, c'est de faire monter les seniors, les juniors coachs en senior coach. Et pour les faire monter, il faut qu'ils aient des combats d'enjeu. Sinon, jamais ces combats d'enjeu, bah, dès qu'il y a un gros combat d'enjeu, tu ramènes ta tête et ils ne vont jamais le faire, bah, ils vont jamais monter. Ils montent en puissance parce que tu es capable à un moment donné de donner une double formation, de coacher les coachs, de coacher les athlètes, de faire monter tout le monde, construire une grosse team et de pousser. Et ensuite, le moment venu, tu t'éclipses, tu t'effaces et tu laisses les personnes qui se sont soit entraînées et qui l'ont soit aidé à usufruire, à profiter
des résultats et des retombées qu'il y a s'il y en a, et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, de leur côté, est-ce qu'il y a eu aussi je sais pas, une formation en particulier pour ce combat-là? Parce que c'est vrai que toute cette team de jeunes coachs, je pense qu'ils n'ont jamais été dans des conditions, on va dire, où la lumière est aussi présente et peut-être pesante, d'ailleurs. Mhm. Très beau jeu de mots. Alors, Aïe, 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 il est en état de flow. Guillaume en état de flow. Oui, c'est ce que je viens de te dire, c'est qu'au fur et à mesure, on a un staff qui s'étoffe et tu as envie dans ton coin d'avoir des personnes qui sont familiarisées au MMA. Que quand je cherche un coach de sol pour ma salle, je vais pas juste chercher un coach qui connaît le sol. Je vais chercher un coach qui sait, ceux qui connaissent François Laurent, à l'époque, quand Infinity s'appelait NCU, ils ont vu une équipe de MMA là-bas. On a vu François Laurent sur le 100% Fight à l'époque, coacher euh, Jogi. On a vu François Laurent coacher les gars sur le 100% Fight, sur les compétitions de MMA en France. On sait qui aime le MMA. On a vu David Pierre, lui, qui est un monsieur du sol en France, faire de la boxe lui-même. Déjà, c'est un grand pratiquant de boxe. Avoir une team et diriger, gérer une team et coacher des athlètes de MMA. Voilà, donc, du coup, je vais chercher ce genre de coach qui connaissent et qui comprennent la logique interne du MMA. Ensuite, pendant qu'on évolue, ben, ils vont me solliciter sur des choses qui leur paraissent nouvelles. Et quand il y a un truc nouveau, il dit, mais sur le haut niveau, comment vous gérez l'approche de ça en Fight Week? Comment vous gérez ça? Et donc, du coup, on va aller checker chaque élément. Chaque élément, la communication, la pression, la lumière, les enjeux, qu'est-ce qui pourrait se passer à la pesée, qu'est-ce qui pourrait se passer, machin, les anticipations de tous les détails, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer le jour du combat, et comment faire pour que la communication soit en cohésion totale et qu'il y ait un leader qui donne la communication. Et quand il y a des éléments qui sont dissociés de la direction primaire du coach principal, quel est le signal pour toucher et signaler? Je, je pense qu'il faudrait faire autre chose. OK? Je donne un exemple. Quand, bon, allez, low kick, oh, ça marche, le low kick fait encore un autre low kick, low kick. Et puis, il y a un qui a une lumière et qui dit, non, arrête le low kick, arrête le low kick. Et les autres sont en train de dire low kick, low kick. Ça peut avoir une dissonance pour l'athlète. Donc, l'idée, c'est d'avoir un code où, à un moment donné, celui qui a la lumière et qui dit, attention, ça fait 3 fois on met le low kick, il est possible que l'adversaire comprenne que les low kicks, ça marche et qu'il trouve une ouverture à contrer avec un bras arrière. Donc, il va avoir un code où il touche d'abord le leader et dit, les gars, il faut arrêter les low kicks, c'est dangereux pour nous parce que machin. Le leader pourrait lui dire non. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y aura pas de danger. Mais lui, s'il réussit à le convaincre en disant non, il peut y avoir un danger, il peut se faire contrer. Tous ensemble, on va aller dans la même, on va pas gagner dans la même direction. On va commencer à dire stop les low kicks, arrête les low kicks parce qu'il y a une coordination. Donc ça c'est du coaching qu'on fait, c'est de la formation qu'on fait en interne pour que nos coachs puissent avoir le même langage que nous et tout le staff, y compris le staff restant. Il y a un gros staff autour de 8 personnes autour de lui et il y a 4 qui vont aller coacher, il y a 3 qui vont aller coacher, il y a 5 qui restent à la maison. Bah, c'est 3 qui vont aller coacher. Il faut qu'ils soient en accord et en cohérence avec ceux qui restent et à partir de là, on a la même direction. Et s'il y a un changement, une adaptation à avoir, on se débrouille pour que le changement se passe en douceur. ok. Est-ce que tu es surpris là par toute l'attente qu'il y a autour de ce PFL? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, moi, par rapport au Bellator, c'est le jour et la nuit, et on est en dessous de l'UFC évidemment, mais c'est quand même, et puis même par rapport au précédent PFL Europe, où honnêtement c'était au Royaume-Uni, et bon, on va dire qu'il y avait, enfin, le plus gros événement c'était qu'il y ait Dan Hardy qui soit présent. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une gros, c'est pas pour me moquer de l'organisation. Je sais, mais, mais là, Voilà, du présent, t'es dur. non, mais là, c'est fou. Enfin, pas fou, mais est-ce que tu t'attendais à ça en tout cas? Hum, non. Je m'attendais à ce que ça bouge un peu, que ça fasse la différence,
parce que j'avais assisté au remaniement des Fat Cats. Les Fat Cats n'étaient pas ce qu'elles sont là, hein. Ça partait de loin. Et donc, du coup, je me suis dit, là, on a un shift qui va faire que les choses brillent. Mais l'engouement qui est mis dessus, l'énergie qui est mise ici, même à l'international, quand on en parle, c'est impressionnant. Et donc, il y a des bonnes attentes et je pense que c'est un très bon virage pour le PFL. Et t'as toujours rien à nous dire sur ta collaboration avec eux, sur ce qui se passe en ce moment avec le PFL, non? Pourquoi tu penses qu'il y a une collaboration? Je sais, non, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Et la semaine dernière, on en avait parlé, t'avais dit peut- peut-être qu'il y aura des choses qui seront annoncées, tout ça. Ouais, non, il n'y a pas, concentrons-nous sur le sport. Ok. Concentrons-nous sur l'entraînement. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le temps passe et puis on se rend compte que ouais, faut laisser faire les choses, faut laisser. Ta question que tu m'avais posée avant, c'était de dire est-ce qu'il y a eu un changement dans la vision que j'avais de mon implication sur les athlètes et la non-implication. Et je t'expliquais que il faut il faut que moi, en tout cas, j'arrête de m'impliquer à tout moment, n'importe comment. Il faut faire des choix stratégiques dans le combat de Cyril, il avait besoin de mon implication. On avait besoin dans le camp de mon implication. Dans le combat de John Jones, un peu moins. Du coup, on avait besoin de moi pour le management, pour bousculer, parce que ça se vendait tout seul avec le nom de John Jones. Dans le cas de Jordan contre Cédric, ça se vend tout seul, beaucoup par le biais de Cédric. Et beaucoup par l'équilibre entre le PFL et puis la qualité du matchmaking qui est de 4-0, 4-0, très équilibré pour moi. Et donc, du coup, ça s'équilibre, ça n'a pas besoin de moi dedans. Moi dedans, ça n'a rien à voir. C'est que, pour le coup, ça n'a pas d'intérêt, en fait, même si j'ai vu qu'il y a eu quelques interviews qui sont sorties du contexte, histoire de mettre la sauce, ou c'est toujours ça avec vous êtes relou, en fait, tu vois. C'est que vous allez poser une question qui est une question, est-ce que, donc, la question est celle-ci. Est-ce que Céline Doumbé dit que tu n'es pas un bon coach et que il n'aime pas l'OMMA Factory, il n'aime pas ta personne, tu n'es pas un bon coach? Et ça va être coupé au montage. Et en gros, on va donner un texte qui dit simplement, bah, à vous de juger. Céline Doumbé est arrivé ici au MMA Factory au même moment que Cyril, vous regardez où en sont les carrières. Et boum, ça, c'est coupé comme ça. Il n'y a pas le début du contexte. Il n'y a pas. Ça donne l'impression que Bah, moi, je suis chez moi. ouais. Oh, non, 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 non. Vas-y, vas-y. Ça donne l'impression que moi, je suis chez moi et j'ai envie d'en parler. Je n'ai pas envie d'en parler, je m'en moque. Et c'est simplement qu'il y a un contexte où on me dit est-ce que tu as 5 minutes? On a envie de te faire parler sur DAZN parce que DAZN est la télévision qui va co-diffuser l'événement. Et donc, et puis finalement, DAZN, et boum, et finalement, il y a RMC, et boum, et finalement, il y a tel Arena, et boum, et finalement, donc, il y a tous les journalistes qui sont devant et qui disent non, on va juste prendre ça, ne t'inquiète pas, c'est juste ça. Et puis, au lieu de laisser le contexte donner place et qu'on puisse comprendre que je réponds à la question de l'athlète qui dit, enfin, un athlète qui donne son avis en disant que je pense que c'est pas un bon coach et tu dis juste bon, euh, j'ai, il y a eu, un moment donné où tu étais à la salle et puis quand tu étais à la salle, Nassoudine était à 2-1 comme palmarès. Et de 2-1, on est monté à 3-1, machin. Et vous vous entraînez dans la même salle. Nassoudine était à 2-1. Aujourd'hui, Nassoudine, il est numéro 12 à l'UFC. Et il combat contre des anciens champions. En tout cas, il a des combats prévus contre Gastelum, par exemple, ancien champion de l'UFC. Pendant ce temps, au, tu combats quelque part. Non, mais tu vois, là, t'es d'accord que c'est pour ça aussi que les gens ils aiment bien reprendre tes trucs parce que c'est pas anodin, tu vois, quand tu fais ça. T'aimes bien aussi être en mode, allez,
Allez, j'envoie une petite pichenette pour qu'il y en ait Mais pour leur réponse, quoi. j'ai pas compris. Mais tu me poses, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je devrais faire, du coup, pour Ah ne pas non, être dans la ah non, sauce? ah non, mais pour moi Tu me c'est poses une parfait parce question, que c'est que la question elle est tout aussi comment? La question est provocante, mais la ouais. réponse où t'aurais pu être très lisse et dire ah bah vous savez les clubs ici et là, tu réponds tu Ah, donnes une être réponse à la lisse. hauteur de la La question. seule manière d'être lisse dans ce cas, c'est de dire, ah, ben, vous savez, il a raison, je suis une merde, je suis un mauvais club. Enfin, c'est pas possible de dire, tu vas pas faire ça. La, la réalité, c'est que je pose des faits. Et si vous me dites, parce que j'ai vu quelques commentaires où on disait, bah, c'est parce que tu peux pas comparer une carrière de poids lourd, une carrière de welterweight. Non, laissez tomber ça. Allez regarder la carrière de, d'un gars qui était bantamweight, pour vous dire. Bantamweight, c'est la catégorie la plus chaude en ce moment à l'UFC. Je parle de Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, il lui a fallu 6 combats pour devenir champion à l'UFC. 6 combats. Ouais, puis d'ailleurs l'année 2016, il commence non classé et il termine champion contre Dominique Cruz. Voilà. Donc, voilà un peu la carrière. Prenons la carrière Alex Pereira, 84 kilos. Alex Pereira, 4 combats, il devient champion à l'UFC. 4 combats. C'est-à-dire, quand au quatrième combat de Cédric combat Jordan Zebo, qui n'est pas le meilleur sur la chaîne alimentaire des welterweight au MMA Factory, il n'est pas au-dessus de la chaîne alimentaire, il est en dessous de pas mal de noms quand même, il va affronter Jordan au PFL. Au quatrième combat Alex Pereira est champion à l'UFC. Tu vois, comme quoi c'est pas une affaire de catégorie, mine de rien. C'est aussi une affaire de gestion de carrière. Et c'est là où je dis, si la question que vous me posez est de savoir si le gars, le gars qui vous demande de me poser la question, enfin, qui dit que je suis pas bon, comparer sa carrière, au moment où ici, le contrat au Management Factory et MMA Factory, et il doit continuer sa carrière, comparer là, à partir de ce moment-là, oubliez sa carrière d'avant, je vous parle, parce que quand vous me parlez de sa carrière d'avant, vous me donnez des arguments qui permettent d'étayer le contraire. Ce que je veux dire, c'est que au moment où Cyril Gann signe au MMA Factory, il est à peine champion de France. Au moment où Cyril signe, il est multiple champion du monde. Donc, en compétence, il est beaucoup plus compétent. Et donc, normalement, avec une carrière bien gérée, il devrait déjà être très loin. C'est des faits établis que j'essaie de dire. Mais bon, voilà, vous avez, les journalistes, le don de pouvoir nous faire... Mais non, mais c'est pas mal. Non, mais ça fait plaisir du vintage Fernand. Ça fait plaisir du vintage Fernand. C'est comme Mourinho aujourd'hui, tu vois. Il est à l'AS Roma, il est tranquille. Moi, je préférais quand il était avec Pep Guardiola, que c'était la folie Real Barça et tout, tu vois. Oui, mais ça, c'est pour toi. C'est que c'est chacun qui voit midi à sa porte. Toi, tu as ton divertissement que tu veux. Je suis un peu plus vieux que toi. J'ai plus besoin de divertissement. Je suis un petit vieux. J'ai juste besoin d'un peu de paix, de tranquillité, de stabilité, et de regarder, de sortir mes popcorn et d'enjoy les combats. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que t'étais pas, enfin, je vais pas dire mieux avant, mais dans le sens, ou est-ce que c'était une stratégie aussi de ta part de te dire j'atteins un certain stade, je sais pas moi en termes de, parce que là on le voit aussi. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette émission à laquelle avait participé Fernand. Est-ce que c'était donc avec que des grands coachs, donc il y avait Guy Noves, il y avait Monsieur Olmeta si je ne m'abuse, il y avait aussi Arsène Wenger et il y avait Monsieur Mouratoglou si je ne m'abuse, et je ne connais pas la dame malheureusement. C'est Euh, la, selon le média en question, en tout cas, c'est la préparatrice mentale de Teddy Riner et de pas mal de sportifs ok. de haut niveau à l'INSEP. Et voilà, et donc au milieu, il y a Antoine Decaune qui présentait l'émission. Est-ce que tout ça, c'était aussi peut-être hein, une stratégie de ta part pour dire j'arrive à percer le microcosme MMA pour être dans ce genre d'émission, en tout cas être reconnu comme Monsieur MMA, et tu t'es dit bon bah ça y est, j'ai réussi ça, maintenant step back un peu, et parce qu'en vrai, ça me manque cette époque-là. Ça me manque cette époque-là. Mais parce que en réalité, moi, je vais te dire la vérité.
la réalité, c'est que même si je suis de nature à être ouvert et ne pas avoir de langue de bois et pouvoir lâcher les trucs, moi, j'ai accepté de faire ce projet avec toi de King Energy pour la formation. Je suis piqué par la formation. J'ai été formateur sur plein de fédérations, responsable de formation sur plein de fédérations, responsable de formation à la Commission nationale des MMA. J'ai eu la chance d'avoir des collègues coachs qui sont passés entre mes mains, des centaines de gars en France. Et ça me fait plaisir d'avoir cette connexion de transmission, d'andragogie, de pédagogie. Et c'est ce que je comptais faire en fait sur les podcasts. Aujourd'hui, je, je trouve que les podcasts ont été transformés à un moment donné en, en gala et voici, où on ne parle que des croustilles et des choses qui piquent. Et moi-même, personnellement, j'y ai contribué à un moment donné. Parce que du coup, comme j'étais sur la défensive, je répondais aux attaques des gens qui accusaient. Et du coup, le podcast qui était un podcast de connaissances, où on venait voir la compréhension de l'anatomie, de la physiologie, de la psychologie sportive et tout, et de tous les gros thèmes sur le sport, du coaching pur, de l'entraînement pur, était devenu un podcast où soit on parlait des faits divers, soit on se justifiait sur les faits divers. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. En fait, ça m'a dégoûté. C'est que concrètement, ça ne me plaisait plus les faits divers. C'est que j'aime l'idée qu'on puisse parler du sport, de l'activité, qu'on puisse parler de la Des choses tangibles construction. aussi. Voilà, et voilà, des choses scientifiques. Et c'est très dur de passer le temps à spéculer. Je te rappelle à l'époque où il y avait pas mal de polémiques sur les accusations où les gars ne comprenaient pas. Je donne un exemple simple. Tu es sur Arès. Il y a eu un combat et il y a un petit média qui fait fuiter en disant il y a un combat qui est annulé. Et vous voyez bien que ce malhonnête de Fernand Lopez et tout, il ne va pas l'annoncer, il va le cacher alors que le combat est annulé. Bon, c'est une aberration, mais les gens ont eu du mal à comprendre que une organisation n'annonce pas les annulations de combat. Parce que c'était nouveau aussi, je pense, à mon avis. Voilà, Ouais. une organisation annonce le remplacement d'un combat, mais n'annonce pas l'annulation d'un combat. C'est la règle B.A.-ba de l'événementiel. Et même moi qui est manager, j'en suis souvent victime. Je te prends le cas d'Abdoul. Abdoul, il combat au PFL. Abdoul a son adversaire. Donc, Abdoul, le combat d'Abdoul, l'adversaire d'Abdoul est en plus, il y a un mec du camp d'entraînement d'Abdoul, c'est un génie, Ben Kassem. Ben Kassem, il m'envoie des textos, il me dit, c'est bizarre, je suis l'Instagram de l'adversaire d'Abdoul. Il ne poste pas des entraînements, il ne pose rien, c'est bizarre. Je pense qu'il ne va pas faire le combat. Je dis, je viens de rechecker avec le PFL. Ils me disent que le combat est confirmé 100%. Donc, il y a déjà des suspicions dans notre camp. Et il se passe quoi? Le mec annule son combat pour blessure. Sauf que le PFL ne m'annonce pas, moi, le manager, qu'il y a une blessure. Le PFL attend d'avoir un remplacement pour m'annoncer le nouvel adversaire. Entre-temps, le gars qui est blessé, qui a signifié au PFL qu'il ne combat pas, lui il se dit c'est le moment d'annoncer à sa communauté qu'il ne va pas combattre. Il annonce sur ses réseaux sociaux. Ça veut dire que quand Abdoul apprend la nouvelle, il apprend par les réseaux sociaux. Si Abdoul ne me fait pas confiance, si Abdoul ne connaît pas les règles du jeu, il peut se dire mon manager c'est un déconneur. Il me cache la vérité, il mitonne, ou alors il ne me dit pas tout, il y a un problème. Alors qu'en réalité, moi, je vois l'affiche et c'est là où je vais demander au PFL qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai? Et là, le PFL va me confier effectivement, l'adversaire est blessé, mais on est sur le point de mettre la main sur un nouvel adversaire. On voulait annoncer directement l'adversaire. Mais ce genre de couac-là, où il n'y a pas de la connaissance du sport, apporte beaucoup d'incompréhension et apporte des polémiques dans un écosystème et dans une industrie comme la nôtre, la nouvelle industrie du MMA. Et moi, en réalité, le podcast que j'aurais voulu, ce qui m'anime en fait, c'était que chaque mardi à 18h,
qu'on apporte de la vraie connaissance aux gars. Quand on a un contrat où on demande aux gars, likez-nous, commentez, postez les choses, partagez, parce que nous, on vous promet qu'on va vous apporter de la connaissance réelle autour du MMA. Pas du blabla, pas du commérage, pas du croussi, de la pure connaissance qui va vous faire comprendre ce qui s'est dit. Bref, construire l'histoire du MMA avec les Français. Et bah, c'est pour ça que je n'adhère pas à ton envie du divertissement, de dire bah on veut l'ancien, le vintage Non mais, Fernand ah, Lopez qui va mettre le feu, qui va machin. mais non, mais Parce que pour ça, moi, je parlais pas de l'émission King and the G, je parlais plus du côté en dehors de ça, hein, parce que King and the G, je trouve que globalement, à part de temps en temps, tu sortais le lance-flamme, et je pense que tous les gens qui sont là depuis 1 an et demi maintenant, ils savent qu'à chaque fois, il y a son lot de connaissances. C'est juste en temps, voilà, c'est parti, Fernand, il se dit, bah allez. C'est parti, on va faire entrer l'épisode dans l'histoire. Mais globalement, hors King and the G, tu vois, de temps en temps, il y avait exactement ce qui s'était passé pour faire. Enfin, tu sais, un côté peut-être aussi de te dire, peut-être que mes gars, soit sont pas prêts, soit ont pas. Je vais pas dire toutes les armes, mais c'est plus, tu vois, le MMA, c'est du sport, mais c'est aussi du divertissement. Toi, tu sais que c'est du divertissement, et peut-être qu'en France, on a ce côté, on en parle assez souvent, où il y a pas mal d'athlètes qui restent uniquement sur le sportif, et toi, tu sais que si on veut vendre du pay-per-view, si on veut faire avancer le truc, il faut avoir cette casquette divertissement, et tu te disais, ok, peut-être parce que pour protéger mes gars, ou parce que les gars sont peut-être pas à l'aise là-dessus, je vais aussi avoir cette casquette-là. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu t'es dit soit le sport est assez en place, soit toi t'as atteint le stade que tu voulais atteindre, mais tu te dis maintenant il n'y a plus besoin de faire ça justement. non, il y aura certainement besoin dans le futur. Je ne sais pas de quoi le futur est fait. Il y aura certainement besoin. Non, non, je prends le cas de Jordan Zebo. Jordan a sa personnalité. Si ça continue à monter et qu'on est obligé d'aller chercher de l'animation, bah, je vais mettre mes patins. Enfin, moi, pour mes athlètes, je me mouille, j'ai pas de problème, je vais mettre mes patins. Aujourd'hui, un, l'événement se vend tout seul, sold out. Deux, c'est lui qui fait un boulot phénoménal pour tout le monde. Tant mieux. Trois, jouer à ce jeu pour Jordan, c'est prendre des risques. Le centre de tout ce qu'on fait là, toi et moi, on est là en train de parler, le PFL est là en train d'organiser, tout le monde est là autour de ça parce qu'il y a quelque chose, la performance sportive. Ne perdez pas la tête, ne perdez pas de vue l'essentiel de ce que vous voulez. Le PFL veut le divertissement. Les médias veulent le divertissement. Le public veut le divertissement. À tout prix. L'athlète veut la performance sportive. D'abord, la performance sportive. Même Conor McGregor avait besoin de gagner. Dès qu'il a arrêté de gagner, hype ou pas hype, ça chute. Aujourd'hui, ce qu'il faut à Jordan Zebo, c'est d'avoir sa main levée le 30 septembre. Si j'avais le moindre doute, si j'avais le moindre soupçon que mon implication quelque part dans la carrière et dans la préparation de ce combat pourrait nous amener un pas de plus vers la victoire, crois-moi, j'aurais mis ma tenue de sapeur-pompier, j'aurais sorti le lance-flamme. Je pense vraiment que Jordan a besoin pour ce combat d'une stabilité, d'une sérénité, d'un équilibre qu'il a souvent eu. Avoir un Fernand Lopez dans son coin a une plus-value parce que j'ai beaucoup plus d'expérience en termes de coaching. Ça fait 15 ans que je me tape tout ça. Et donc, mine de rien, il y a du boulot. Mais ça vient avec des conséquences qui pourraient déstabiliser l'homéostasie de Jordan Zebo. Et moi, il n'y a rien qui est plus important de tout ce qu'on raconte là que la performance de Jordan Zebo le 30 septembre. Et au global, Fernand, est-ce que tu as des athlètes qui t'ont déjà demandé ça?
d'avoir soit ce rôle-là ou même que toi tu puisses les piquer parce que j'ai déjà été témoin de séances d'entraînement. T'as un certain sens de la punchline aussi pour les athlètes. Est-ce que ils te le demandent de temps en temps aussi? Ou c'est Oui, toi, ok, ok, oui, oui, ok. oui. Il y a vraiment, ils sont tous différents. Il y a vraiment une grosse hétérogénéité chez les athlètes. Il y a ceux qui sont très francs et qui reconnaissent qu'ils ne, et qui vont venir demander des conseils sur des CM, des conseils de gestion de compte, des conseils de quoi dire et même de dire, vas-y. Moi, il y a des moments où Cyril m'a dit, vas-y, Looking, gère, mets le feu. C'est pas, voilà quoi, c'est pas, parce que on est tous complémentaires, on est différents et tout, et que c'est une team, à vrai dire. Et puis il y a certains qui s'en sortent bien, qui ne demandent pas, qui ne posent pas de questions. Non, non, c'est pas. C'est vraiment une collaboration totale et il faut avoir une adaptation et de se dire que on est au service. Le patron de la team, en fait, de chaque camp d'entraînement, c'est la tête finalement. Et le patron, il va te donner une direction en disant, moi j'ai envie de sérénité, j'ai envie de calme. Ou en tout cas, même s'il ne le verbalise pas, à toi de le lire, à toi de lire les enjeux et te dire, bon, concrètement, le plus gros divertissement, ce serait de sortir du couloir là, du PFL avec un seau dans la main, une serviette en main, et je suis des dans beau. Le divertissement sera à son max du max. OK, ça c'est pour le public. Mais le vrai divertissement, c'est à la fin, quand on a levé la main de la personne de ton camp. Et donc, quand tu as cette information, tu recules et tu fais tes calculs. Et tu te dis concrètement, est-ce que en faisant ça, j'ai une plus-value? Est-ce qu'à la fin, la main de Jordan soit levée? Est-ce que si je m'efface, j'ai une plus-value? Tu fais tes calculs rapidement, tu les as, tes calculs, et tu décides et tu avances. Alright, eh ben très bien. Donc voilà, Fernand a fait ses calculs pour le 30 septembre prochain PFL Paris. Premier, je l'espère, d'une longue lignée. J'en profite aussi, vous voyez, c'est un souhait de Fernand. Il faut le retour des gros sujets, parce que c'est vrai qu'on avait repris quelques temps, là on était un petit peu dépassé par l'actualité, donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous souhaitez avoir du côté de Fernand, parce que je pense qu'il y aura pas mal de gros trucs hein, pour cette fin d'année, mine de rien, parce que même sur aussi Fernand, je pense, sur le au global, enfin, on en avait déjà traité, là ça va peut-être, on va peut-être aller un petit peu plus dans le vif du sujet pour tout ça, mais le PFL au global, on en avait parlé il y a quelques mois, là je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se tramer, dont un truc où je suis toujours pas convaincu, mais l'exemple du PFL Paris est en train de me faire changer d'avis sur la régionalisation d'une organisation globale. Où pour moi j'ai toujours trouvé ça stupide, mais là ce qu'ils sont en train de faire, enfin avec notamment tu vois Bellator Europe qui n'a rien à voir avec le Bellator US, mais là j'ai l'impression que peut-être que le Moi, PFL a trouvé la bonne chose. crois-moi, ils sont bons. Ok. Ils ont trouvé un truc qui va marcher. Eh ben, Ils sont sur un filon magique. C'est bien. Non, mais, enfin, on vit tous le MMA depuis quelque temps et on mhm. suit les vagues. Et du coup, on est dubitatif. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ils ont encaissé pas mal d'argent, ils ont fait une grosse levée de fonds, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, tu vois? Et finalement, tu vois que ça gamberge, que ça cogite, que ça avance, que ça produit, et tu sens que ça devient solide. Enfin, tu m'as jamais vu avoir euh, trois athlètes d'un coup sur le Bellator. Je n'ai pas senti une valeur très montante du Bellator et pourtant je n'avais aucun problème pour signer Anthony Dizier au Bellator, enfin j'en ai signé quelques-uns au Bellator et tout, mais c'est pas vraiment le truc il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a un truc ils ont capté un truc, ils ont compris comment utiliser leur argent en bon escient et pouvoir régionaliser. C'est très compliqué ça. Même l'UFC n'arrive pas à régionaliser hors US le MMA. Et donc, ils créent quelque chose parce que ça découle aussi du matchmaking. Je répète.
C'est très important. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça va, je pense que ça va être bien. Et ben on verra ça les prochaines semaines, prochains mois. Merci beaucoup, Ferdinand.